Donc bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette conférence qui a lieu dans le cadre des cycles de conférences Savoir pour tous. Donc ce soir, nous allons être deux à intervenir. Donc le docteur Hervé Bossin, qui est le directeur du laboratoire de recherche en entomologie médicale à l'Institut Louis Malardé, et moi-même qui suis directrice du laboratoire de recherche sur les maladies à transmission vectorielle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire notre présentation en deux parties. Donc, je vais commencer par les virus transmis par les moustiques et le docteur Bossin prendra la suite ensuite. Alors on y va. Donc, le titre qu'on a donné à cette conférence, c'était du vol des moustiques à l'envol des épidémies. Donc, ça vous donne une petite idée quand même du sujet de la conférence. La première partie, donc celle que je vais vous présenter, concerne les arbovirus. Je vais ensuite vous définir un petit peu ce que signifie ce mot, notamment donc dengue, Zika, chikungunya. Donc on va commencer par... donc j'ai essayé de faire la présentation sous le mode de questions et puis d'apporter des réponses à ces questions. Il est possible qu'à certains moments, certains termes soient un peu compliqués, mais je vais essayer de les expliquer. Donc qu'est-ce qu'un arbovirus d'abord ? Le mot arbovirus vient de la contraction du mot anglais arthropod-borne virus. Donc, il s'agit des virus transmis par les arthropodes. Les arbovirus sont nombreux. Il y en a plus de 500 qui sont répertoriés. Parmi ces 500, il y en a plus de 100 qui sont pathogènes pour l'homme. Ils sont transmis par des vecteurs. Ces vecteurs sont essentiellement des insectes de type moustique, tique ou phlébotome. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes familles qui composent les arbovirus. Néanmoins, il y en a un certain nombre que vous connaissez certainement déjà. Donc, des flavivirus comme la dengue et les 4 sérotypes de dengue, qui est donc un virus qui circule ici depuis de nombreuses années. Le virus Zika, qui est aussi un flavivirus comme la dengue. La fièvre jaune, qui fait aussi partie des flavivirus. Ensuite, on a un autre genre qui est celui des alphavirus, avec notamment le virus chikungunya et le virus du Ross River. Donc, une première question qui est de savoir comment se transmettent les arbovirus. Donc, comme je vous le disais, les arbovirus sont des virus qui sont transmis par les arthropodes. Il existe différents cycles de transmission. Donc, en fait, on définit par cycle de transmission les différentes étapes qui vont permettre au virus de se disséminer. Donc, il y a ce qu'on appelle les cycles, on va dire à l'origine, les cycles sylvatiques. Donc, ce sont des cycles de transmission qui ont lieu à l'intérieur des forêts, puisque c'est de là que sont originaires les virus qui, entre-temps, après, se sont étendus aux zones urbaines et causent des épidémies dans les zones urbaines. Donc, au départ, on a ces virus qui sont transmis dans le cadre de cycles sylvatiques qui impliquent des autres vertébrés qui vivent dans les forêts et des vecteurs, moustiques ou tiques ou phlébotomes, qui vivent dans les forêts. Et de ces cycles sylvatiques, il arrive parfois que, de façon accidentelle, lorsque les humains vont en visite ou s'aventurent en fait dans des zones un petit peu plus retirées, soient exposés à ces insectes qui vivent dans les forêts et se retrouvent de façon accidentelle exposés à des arbovirus. Ensuite, à côté de ces cycles sylvatiques, on a ce qu'on appelle les cycles épizootiques ruraux. Donc, le cycle épizootique rural, c'est une situation où le rapprochement quelque part des activités humaines des forêts expose les animaux domestiques à la piqûre d'insectes qui au départ étaient plus inféodés aux forêts. Et cette exposition donc, à ces vecteurs peut entraîner en fait la transmission donc, de virus qui vont ensuite entrer dans des cycles ruraux où les animaux domestiques à eux-mêmes suffisent à entretenir la présence de ces virus. De façon accidentelle, à nouveau, il peut arriver que des insectes qui sont en contact avec ces animaux domestiques transmettent ensuite les virus à l'homme.
Et puis il y a ce qu'on appelle les cycles épidémiques urbains, où finalement il n'y a plus besoin de réservoir animal, où l'homme suffit en fait à lui-même pour entretenir la présence du virus et pour permettre d'une part un cycle d'infection des moustiques, puis les moustiques ou les tiques vont piquer d'autres personnes, et ces autres personnes vont à leur tour être capables de maintenir le cycle de transmission de ces virus. Donc, par cycle épidémique urbain, on a l'exemple, par exemple, avec le virus de la dengue, où les réservoirs animaux ne sont plus nécessaires pour pouvoir maintenir ces cycles de transmission. Donc, quels sont les arbovirus à risque pour la Polynésie française? Donc, la Polynésie française est exposée à des épidémies de dengue depuis les années 60. Donc vous voyez que ça fait plusieurs décennies en fait que la Polynésie est exposée à la dengue. Donc je rappelle, la dengue, c'est une maladie que beaucoup d'entre nous ici connaissent, que beaucoup ont eue. C'est une maladie qui s'exprime par une fièvre aiguë, des douleurs articulaires, parfois un rash, qui peut se traduire ensuite malheureusement aussi par des formes plus sévères avec des signes hémorragiques. Parfois aussi, ça peut aller jusqu'à une fuite plasmatique et ce qu'on appelle le syndrome de choc. Et malheureusement, il arrive encore que des personnes décèdent de la dengue malgré l'accès aux soins et le fait qu'aujourd'hui, notre système de soins est particulièrement performant pour la prise en charge des cas de dengue, puisqu'il y a une grande expérience en fait, dans le traitement de la dengue. Donc il existe 4 virus de dengue, qu'on appelle sérotype 1, 2, 3, 4, et l'exposition et l'infection par un de ces sérotypes ne vous protègent pas contre de nouvelles infections par les autres. Donc on peut en théorie avoir la dengue 4 fois. Donc la dengue existe en Polynésie française depuis plusieurs décennies. Ce que vous voyez sur le graphe qui est affiché, les différentes couleurs représentent les différents sérotypes de dengue. Les formes pleines sont les périodes d'épidémie et les formes un petit peu translucides, les périodes pendant lesquelles on a une transmission endémique du virus. Et la grande caractéristique de la Polynésie française par rapport à la transmission de la dengue, et qu'on a eu pendant très très longtemps des périodes en fait, de circulation alternée des différents virus. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à la Polynésie française et qui se retrouve un petit peu aussi dans les autres îles du Pacifique et qui est très contrasté avec ce qui se passe dans d'autres régions du monde, notamment en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, où les 4 virus, donc les 4 sérotypes, circulent en permanence. Donc c'est vraiment quelque chose de caractéristique. Donc cette situation de circulation, on va dire, alternée des différents sérotypes, c'est quelque chose qui s'est déroulé jusqu'à un certain point, et en particulier jusqu'à l'année 2013. Et depuis 2013, on se trouve dans une situation qui est très différente. D'une part, on a une co-circulation persistante de dengue. La dengue 3 et la dengue 1 sont réapparues en 2013. Et puis on a aussi l'apparition de nouveaux arbovirus qui jusqu'à présent n'avaient jamais été détectés en Polynésie française. Donc en 2013, la Polynésie française a connu pour la première fois de son histoire une émergence du Zika et une épidémie de Zika. Et un an après l'épidémie de Zika, émergeait pour la première fois le virus du chikungunya. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Zika ni de chikungunya en circulation active en Polynésie française. Par contre, le virus de la dengue continue, lui, à circuler. On a de la dengue 1 qui circule depuis 2013 et on a de la dengue 2, et on est actuellement en épidémie de dengue 2 depuis quelques mois. Donc, finalement, ces virus qui causent des épidémies en Polynésie française, est-ce qu'ils existent également chez nos voisins du Pacifique? Puisqu'on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a un lien entre la géographie et le fait que la Polynésie française puisse être en connexion avec d'autres pays du Pacifique? Donc, le Pacifique est très étendu, il y a 22 pays, États insulaires du Pacifique, et puis qui sont formés de plusieurs îles, donc qui présentent des contextes géographiques qui se rapprochent de ceux de la Polynésie française. Et ce qu'on a observé au cours de ces dernières années, donc là je vous montre en fait les cartes d'évolution, de distribution des virus et des arbovirus de 2007 à 2016. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu au cours de ces dernières années une explosion en fait, de la circulation des arbovirus dans la zone Pacifique.
Donc là où pendant plusieurs années, on avait essentiellement de la dengue, et généralement un sérotype de dengue prédominant, depuis ces dernières années, on a vu émerger de nouveaux virus qui ont commencé à circuler pour le chikungunya à partir de 2013, le Zika qui avait causé une première épidémie dans le nord du Pacifique en 2007, et puis ensuite donc le Zika qui a réémergé en Polynésie française et qui a causé en Polynésie française la première grosse épidémie, ou la plus grosse épidémie qui avait jamais été répertoriée à l'époque. Et puis depuis, on a du chikungunya qui s'est étendu aux autres îles du Pacifique dans les années qui ont suivi son émergence en Nouvelle-Calédonie, et puis le virus Zika qui s'est distribué, pareil, de la Polynésie française vers les autres îles du Pacifique. Donc les arbovirus sont des virus qui causent des grosses problématiques de santé publique en Polynésie française, mais également dans le reste de la région. Et au-delà de la région, donc dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette situation d'explosion des épidémies causées par les virus transmis par les moustiques, et en particulier de la dengue, du chikungunya et du Zika, est quelque chose qui s'est également observé à l'échelle mondiale. Donc, la dengue est connue pour causer des épidémies et circule depuis très longtemps dans plusieurs régions du monde, sauf qu'entre 2005, donc là vous voyez une évolution en fait, du bas vers le haut entre 2005 et 2015, avec, on va dire, une expansion géographique des zones touchées par ces virus. La dengue, donc, comme je disais, cause des épidémies depuis très longtemps dans beaucoup d'endroits du monde. Par contre, il y a de plus en plus d'endroits qui jusqu'alors étaient préservés où on voit des foyers on va dire des épidémies saisonnières de virus, notamment dans le sud de la France. On a pu identifier des cas. À l'origine, c'est essentiellement des cas importés il y a quelques années. Aujourd'hui, on a des cas de transmission autochtone avec des introductions de virus de zones tropicales vers le sud de l'Europe et puis le déclenchement dans le sud de l'Europe d'épidémies. Donc on a observé ça pour la dengue et puis on l'a observé surtout pour le chikungunya. Donc il y a eu une explosion une expansion géographique du chikungunya à partir de 2006. Donc le chikungunya en 2006 causait une très grosse épidémie à La Réunion et à partir de là, d'autres pays se sont retrouvés cibles de l'émergence du chikungunya, dont la Polynésie française en 2014. Pour ce qui est du Zika, le Zika était essentiellement connu pour causer des épidémies en Afrique et de façon sporadique en Asie du Sud-Est en 2005. Puis en 2007, il y a eu pour la première fois une épidémie de Zika dans le nord du Pacifique. Et puis ensuite, en 2013, en Polynésie française. Et de la Polynésie française, le Zika s'est étendu à l'Amérique latine, au Brésil. Et un nombre incroyable de pays ont été touchés par des épidémies de Zika, au point même qu'en début 2016, l'OMS notifiait le Zika, problème de santé publique de portée internationale. Donc les arbovirus sont un problème de santé publique à l'échelle globale. Donc comment peut-on détecter finalement, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est en quoi consistent les activités de recherche qui sont menées par l'Institut. Donc notre objectif est de répondre à un certain nombre de questions. La première, c'est comment pouvons-nous, nous, en Polynésie française, détecter ces arbovirus qui pourraient être cause d'épidémies. Donc pour pouvoir être préparé à la détection de ces virus, on travaille à la mise au point d'outils et de protocoles de détection. Ce sont essentiellement des outils de biologie moléculaire, donc ce sont des outils qui ont pour objectif de détecter le génome des virus qui pourraient être à l'origine d'épidémies. On utilise une technique qu'on appelle la RT-PCR, qui consiste à amplifier en fait l'ADN du virus, qui en l'occurrence dans le cas des arbovirus est un ARN. Donc on met au point des outils pour pouvoir détecter ces virus. À partir du moment où on arrive à détecter ces virus, et que ces outils permettent, lorsqu'un patient présente des symptômes, de confirmer qu'il a bien donc, un nouveau virus dans le sang, on peut réaliser également ce qu'on appelle du séquençage génétique. Donc, ces outils de séquençage nous permettent ensuite d'aller plus dans le détail sur l'identification du virus. Donc nous avons un petit séquenceur à l'Institut Malardé qui nous permet justement de faire ce séquençage. Et puis sur la base de ces séquences, donc ces séquences c'est quoi? C'est un décryptage quelque part du génome du virus, c'est-à-dire qu'on va séquencer, regarder le code génétique d'une petite partie de l'ADN ou de l'ARN de ces virus, et puis on va essayer de déterminer d'où il vient.
Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait des analyses phylogénétiques. Donc on met en place des protocoles à l'Institut, un pour pouvoir détecter les émergences, deux pour pouvoir bien identifier le pathogène qui a été introduit, et ensuite pour pouvoir déterminer quel est son lien de parenté avec des virus similaires qui circuleraient dans d'autres régions du monde. Dans le cadre de la mise en place de ces outils et protocoles de détection, on travaille également à améliorer les outils diagnostiques. Donc, lorsque vous présentez des symptômes de fièvre aiguë et quelque chose qui pourrait faire penser à une dengue ou à une autre arbovirose, le médecin va vous adresser vers un laboratoire d'analyse, on va vous faire une prise de sang. Sur la base de cette prise de sang, on va réaliser des tests de diagnostic. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est mettre au point des outils diagnostiques qui permettent également de détecter des virus pour lesquels les laboratoires d'analyse courants ne sont pas forcément équipés. Le Zika, avant que le Zika devienne un problème de santé publique, les laboratoires de diagnostic n'avaient pas de kits spécifiques pour pouvoir détecter le Zika. Donc finalement, comment est-ce qu'on l'a détecté ? Eh bien parce qu'on était, depuis déjà un certain nombre d'années, informés que le Zika avait émergé dans le nord du Pacifique et qu'on voulait se tenir prêt au cas où il serait introduit. Donc on avait, avant même que le Zika soit introduit, donc en 2011, mis en place des outils qui nous permettaient de détecter le Zika. Donc, en dehors de ces outils de détection qui ont lieu directement sur la base de prélèvements sanguins qui sont adressés par le médecin, on travaille également à la mise au point de protocoles qui nous permettent d'améliorer le diagnostic. Donc, dans le cas du Zika, une des grosses découvertes a été qu'en fait, la présence de virus dans le sang était extrêmement transitoire, ce qui fait qu'on avait du mal, sur la base de l'utilisation du sang, à mettre un diagnostic sur l'infection. Donc on s'est posé la question de savoir si éventuellement en utilisant la salive, et pourquoi la salive? Parce que les gens se plaignaient en fait d'avoir des aftes et des ulcérations à la gorge, donc on s'est demandé peut-être que le virus se réplique dans la salive et qu'en utilisant la salive, on pourrait améliorer le diagnostic. Donc c'est ce qu'on a fait et on s'est aperçu qu'en utilisant la salive, on pouvait augmenter nos chances de détecter le virus et de confirmer l'infection. Un autre exemple d'ajustement de protocole qu'on réalise, c'est l'utilisation des buvards. Donc pour savoir en fait les virus qui sont susceptibles de causer des épidémies en Polynésie française, on était très intéressés de savoir ce qui circulait dans le reste de la région. Le gros problème, c'est que les autres îles du Pacifique ont peu de moyens et qu'ils ont peu de moyens techniques et technologiques sur place pour pouvoir, on va dire, investiguer les cas de personnes qui se présenteraient avec des fièvres, des rages ou auraient des symptômes qui évoqueraient ceux de la dengue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé et distribué aux laboratoires des 20 pays de la région ce qu'on appelle un buvard, donc ce sont des papiers, du papier buvard, pour qu'ils y déposent des échantillons sanguins, pour que ces échantillons nous soient adressés via la poste à température ambiante, parce qu'une grosse problématique, c'est que des échantillons sanguins, normalement, doivent voyager dans des conditions réfrigérées, et que la Polynésie française n'est pas particulièrement bien desservie par les avions, donc c'était quelque chose qui était exclu. Donc on a utilisé cette technique buvard, et c'est ce qui nous a permis, en fait, de mettre une étiquette et d'identifier les virus qui étaient à l'origine d'épidémies dans beaucoup d'endroits du Pacifique entre 2013 et 2016. Donc, à côté de la mise en place d'outils et de protocoles d'analyse, on s'intéresse également à essayer de comprendre d'où viennent les arbovirus qui causent des épidémies chez nous, et ensuite, comment est-ce qu'ils se distribuent à l'intérieur de la région Pacifique et ensuite à l'extérieur. Donc là, ce que vous voyez sur cette image, c'est la résultante, en fait, de ce qu'on appelle de la phylogénie, c'est-à-dire qu'on a séquencé, on a fait du séquençage génétique des virus qu'on a identifié chez des personnes infectées ici en Polynésie française. Et grâce à une petite partie donc, du génome, qui est l'enveloppe, au séquençage de cette petite partie du génome, on peut essayer d'établir le lien de parenté entre les virus qui causent des épidémies en Polynésie française et dans le reste du Pacifique et ceux qui circulent dans les autres régions du monde. Et ça nous permet en fait d'avoir une indication sur est-ce qu'il y a des routes préférentielles quelque part pour l'introduction des virus chez nous. Et ce qui est très intéressant avec cette technique, c'est que parfois, on se trouve dans des situations qui ne sont absolument pas ce qu'on envisagerait d'un point de vue épidémiologique. Donc, un exemple, en 2013, la dengue de sérotype 3 réémergeait en Polynésie française, et dans le même temps, elle circulait dans d'autres régions du Pacifique. Elle circulait au Samoa, elle circulait dans les îles Salomon,
Donc, quelque part, d'un point de vue épidémiologique, on aurait pu de toute façon faire le lien que cette dengue 3 qui émergeait en Polynésie française devait provenir des autres îles du Pacifique. Eh bien, pas du tout. En fait, cette dengue 3 était introduite de Guyane. Donc, les données phylogénétiques permettent en fait de confirmer parfois des sources d'introduction qui ne sont pas forcément les plus évidentes d'un point de vue épidémiologique. Un autre exemple est celui du chikungunya. Donc, à partir de 2015, beaucoup de pays du Pacifique ont connu des épidémies de chikungunya. Il se trouve que le virus qui a causé l'épidémie de chikungunya en Polynésie française en 2014 avait été introduit des Antilles, donc de Guadeloupe plus exactement. Donc finalement, à côté de ce qu'on peut avoir comme données épidémiologiques, la phylogénie nous permet et nous donne des informations sur la manière dont circulent les virus. Donc ça, c'est un exemple pour la dengue, c'est l'exemple du chikungunya, et puis l'exemple du Zika. Les données génétiques ont permis de confirmer que l'émergence du Zika dans la zone Pacifique a été à l'origine et la source de la distribution de ce virus vers l'Amérique latine et de son expansion ensuite aux autres régions du monde, qui, au départ, n'avait jamais été exposé au Zika. Donc, ensuite, on se pose également la question, et nos activités de recherche sont également guidées avec l'objectif de pouvoir déterminer s'il existe un risque particulier à des infections par ces virus. Donc, comme je vous le disais, on sait que la dengue peut causer des formes sévères. On s'intéressait de savoir si les autres virus transmis par les moustiques et si ces infections pouvaient également, à leur tour, se traduire par des cas graves. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé au moment de l'épidémie de Zika. Donc, au moment où la Polynésie française a eu son épidémie de Zika, c'était la plus importante qui n'avait jamais été répertoriée. Et il y avait très peu d'informations en fait, sur ce que pouvait en fait, entraîner l'infection Zika. C'était répertorié comme une infection bénigne, avec une fièvre peu importante et puis un rash. Mais personne ne s'attendait en fait, à ce que le Zika puisse entraîner des formes sévères. Et il se trouve que quelques semaines après l'émergence du Zika, l'hôpital a répertorié une augmentation complètement inhabituelle du nombre de cas de syndrome de Guillain-Barré. Donc, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une paralysie ascendante qui s'est traduit par une admission en réanimation et une hospitalisation en soins intensifs d'une quarantaine de personnes. Donc, au moment où l'hôpital a constaté cette augmentation des cas de syndrome de Guillain-Barré, le lien avec le Zika n'avait jamais été démontré. Donc, ça a été le rôle de l'Institut Mallardé, en partenariat avec l'hôpital, la direction de la santé, l'Institut Pasteur et d'autres partenaires, d'essayer d'investiguer ces cas pour pouvoir démontrer et pouvoir déterminer si ce Guillain-Barré était causé par l'infection Zika. Donc, c'est dans le cadre d'une étude cas témoin que ces investigations ont été réalisées. Un autre point concernait les malformations congénitales. Donc, vous avez probablement entendu parler des microcéphalies, donc de ces enfants qui sont nés malheureusement avec des malformations extrêmement lourdes au Brésil après que le Zika ait émergé. Eh bien, il se trouve que lorsqu'on a identifié, ou que la communauté scientifique a eu cette confirmation que le Zika pouvait entraîner des malformations congénitales lourdes et des microcéphalies au Brésil, rétrospectivement ici, la direction de la santé et puis le docteur Bénard à l'hôpital a coordonné des investigations rétrospectives pour voir si en Polynésie française, les femmes qui étaient enceintes au moment du Zika, au moment de l'épidémie, ont dû faire des interruptions de grossesse ou ont malheureusement donné peut-être naissance à des enfants avec des malformations. C'est des choses qui rétrospectivement ont été investiguées après qu'on ait eu cette information sur la survenue de microcéphalie au Brésil. Dans le même temps, une autre question qui s'est posée au moment de l'épidémie était de savoir si le Zika ne se transmettait que par les moustiques. Il se trouve qu'il y avait eu en 2009 une publication sur une situation où un chercheur américain disait avoir transmis le Zika à sa femme par voie sexuelle. Donc il revenait en fait de recherche quelque part en Afrique, et sa femme avait contracté, elle n'avait pas bougé et vivait aux États-Unis, avait contracté le Zika. Et il se trouve qu'au moment de l'épidémie, on a, à l'Institut Mallardé, détecté du Zika dans le sperme d'un patient qui se plaignait ou qui avait souvenir d'avoir eu quelque chose qui aurait pu être le Zika plusieurs semaines avant.
Cette possibilité de transmission du Zika par voie sexuelle a ensuite été confirmée par les équipes scientifiques qui ont investigué les épidémies qui ont eu lieu en Amérique latine. Donc, un autre type d'étude que l'on mène à l'Institut Malardé consiste à se poser la question de savoir quels sont les moustiques qui sont vecteurs de ces arbovirus en Polynésie française. Donc il se trouve qu'on a, nous, et Hervé va bien développer cette partie après, des espèces qui sont indigènes, et puis on a aussi des espèces introduites. Et au moment de l'épidémie de Zika, donc pour y revenir à nouveau, on ne savait pas si les espèces présentes pouvaient transmettre le Zika. Donc on a réalisé ce qu'on appelle des tests de compétences vectorielles et vérifié si les espèces de moustiques présentes en Polynésie française étaient également capables de transmettre le Zika. Et on a découvert qu'Aedes aegypti, comme cela avait déjà été démontré dans le reste du monde, était capable de transmettre le Zika. On a confirmé, et ça c'était la première fois, qu'Aedes polynesiensis, qui est également le vecteur de la filariose, et Hervé va en parler, transmettait le Zika. Et on a confirmé que Culex quinquefasciatus n'était a priori pas vecteur. Donc, autre question, quel est le risque d'émergence d'épidémie ? Donc, pour pouvoir évaluer en fait, le risque d'émergence d'épidémie, on réalise ce que l'on appelle des enquêtes de séroprévalence, c'est-à-dire qu'on va, dans la population, assez régulièrement, essayer de rechercher si les gens ont des anticorps contre les virus qui sont susceptibles de causer des épidémies. Donc, ça nous permet d'une part de déterminer quel est l'impact réel d'une épidémie, puisque malheureusement, puisqu'au moment d'une épidémie, il y a aussi beaucoup de gens qui sont infectés, mais qui ne vont pas nécessairement déclarer les symptômes. Et puis, ça nous permet également de suivre l'immunité de communauté, c'est-à-dire de déterminer dans la population quelle proportion est réellement encore possède des anticorps et a priori est protégée contre l'infection. Donc finalement, comment les résultats de ces recherches sont partagés ? Eh bien, la manière dont les résultats des recherches menées par la Polynésie française sont partagés avec le reste de la communauté scientifique se font au travers de publications. Donc, l'Institut Louis Malardé a publié énormément sur la dengue, sur le Zika, sur le chikungunya, mais également sur d'autres virus que j'avais évoqués dans la toute première diapo, qui est le virus Ross River. Le travail donc, réalisé par la Polynésie française, par l'Institut Malardé et ses partenaires, est donc visible auprès de la communauté scientifique au travers des publications, au travers des conférences qu'on donne également à l'occasion de congrès. Donc rapidement pour terminer, juste pour expliquer un petit peu la manière dont les activités de recherche sont structurées donc sur la thématique des arbovirus à l'ILM. Donc la figure semble complexe, mais finalement on a au centre finalement 3 éléments importants qui sont l'humain, les vecteurs et les pathogènes. Et autour de ça, les autres cadres sont là pour expliquer les différents moyens d'investiguer et d'essayer de comprendre quel est le lien entre ces 3 éléments principaux. Donc la figure est complexe, mais finalement les projets le sont également. On essaye au laboratoire, on va dire, de prendre en compte les particularités de la Polynésie française et ce que nous, on peut apporter dans notre contexte, en fait, en termes de sciences, par rapport aux virus qui nous intéressent et qui sont susceptibles de causer des épidémies. Donc on a des parties très fondamentales, mais sur lesquelles on travaille en collaboration avec des institutions extérieures, par exemple pour les aspects génétiques, pour les aspects virologiques très fondamentaux, on va travailler beaucoup avec l'Institut Pasteur. Pour ce qui est des aspects épidémiologiques, on mène, nous, des enquêtes de séroprévalence, mais on s'appuie sur des équipes d'épidémiologie et de l'Institut Pasteur en particulier pour avancer. Sur toute la partie technique, on mène les expérimentations à Malardé et on explore, on va dire, le terrain, mais des questions spécifiques qui font appel à des technologies qui ne sont pas forcément accessibles en Polynésie française, se font au travers de nos partenariats. Donc pour terminer, une petite diapositive qui vous illustre un petit peu ce qu'est le futur en fait, des projets qu'on mène au laboratoire. Donc comme je vous le disais, les activités de recherche qu'on mène ont pour objectif de répondre aux différentes questions que je vous ai exposées. Mais finalement, on s'aperçoit et on s'est aperçu que ce qui nous a permis, en tout cas avec l'exemple du Zika, d'avoir une production scientifique qui a réellement fait avancer la science et qui a un petit peu entraîné un regain d'intérêt pour ce qui pouvait se passer dans le Pacifique et en Polynésie française par le reste de la communauté scientifique, c'est le fait d'avoir des données.
C'est le fait d'avoir l'information qu'avant 2013, la population n'avait jamais été exposée au Zika. C'est le fait d'avoir pu, au travers de cette démonstration, valider des outils de laboratoire qui permettaient de détecter, par exemple, pour les cas de Guillain-Barré, ce qu'on a eu comme remarque au moment de l'épidémie de Zika, c'est qu'il y avait de la dengue en même temps. Et comme le Guillain-Barré, le lien avec la dengue avait déjà été fait, le raccourci était de la part de la communauté scientifique, mais de toute façon, ça doit être lié à la dengue parce que ça n'a jamais été démontré pour le Zika. Et ce qui nous a permis de le démontrer, eh bien, c'est qu'on avait quelque part un historique de connaissances et de données qui nous permettait de confirmer et d'affirmer que la dengue n'avait jamais causé de Guillain-Barré et surtout que la population n'avait jamais été exposée au Zika avant. Donc, sur la base de cette expérience, nos autres projets ont pour objectif d'essayer, dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les arbovirus, eh bien, de collecter un maximum de données sur ce à quoi les gens sont exposés. Et donc, ce projet Mataya que vous voyez là, porte sur le recrutement de 2150 personnes qui sont réparties sur l'ensemble des archipels de la Polynésie française. L'objectif avec ce projet est d'obtenir en fait des informations sur les conditions de vie de ces différentes populations, de regarder d'un point de vue, on va dire, biologique, à quel virus ces populations ont été exposées, de regarder également, et peut-être que Hervé en parlera, si ces personnes sont également exposées à la piqûre des moustiques. On s'intéresse également à la présence de contaminants, présence de métaux lourds, donc plomb, mercure. On s'intéresse également à la génétique. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la génétique? Et ça, c'est un projet qu'on va mener en collaboration avec l'Institut Pasteur, mais également avec l'Université de la Polynésie française pour la partie génétique. Eh bien, parce que la zone Pacifique est la dernière zone peuplée du monde, qu'il y a jusqu'à présent peu d'informations d'un point de vue génétique en fait, sur le processus de peuplement de cette région et de la Polynésie française, et que comme la Polynésie française est extrêmement fragmentée, qu'on a des archipels qui sont très distants, le processus de peuplement n'a pas forcément été équivalent entre les archipels, ce qui signifie que des processus d'adaptation ou de maladaptation de ces populations des différents archipels peuvent aujourd'hui entraîner quelque part des disparités en termes de prédisposition ou de susceptibilité à certaines pathologies sur lesquelles d'autres facteurs vont intervenir qui sont celles du contexte de vie. Quand on vit dans les Tuamotu, quand on vit dans les îles hautes, on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. On n'a pas les mêmes habitudes alimentaires, on n'a peut-être même pas le même microbiote. Donc le microbiote est aussi quelque chose qui nous intéresse. Donc l'objectif aujourd'hui est au-delà en fait, des arbovirus, d'essayer d'avoir des données complètes en fait, sur les conditions de vie, sur la génétique et sur le passé infectieux des personnes pour avoir en fait, une meilleure idée du risque pathologique qui expose les populations des différents archipels. Voilà, donc vous voyez ici affiché, je ne vais pas les lister, tous nos partenaires, donc partenaires locaux et puis aussi donc des institutions extérieures. Et voici l'équipe de l'Institut Louis Malardé. Voilà, je vous remercie. Donc je vais laisser la parole au docteur Hervé Boussin. Je vous dis bonsoir d'abord, je vais prendre le relais et puis on passera aux questions ensuite à la fin de mon allocution. Alors... Bien, bonsoir à tous. Content de voir qu'il y a toutes les générations représentées ce soir dans l'audience. Donc la partie que je vais présenter là ce soir va enchaîner un petit peu avec les propos du docteur Marika Olormo et je vais m'impliquer à vous exposer donc, les travaux récents que nous avons réalisés à l'Institut Malardé sur la problématique des moustiques vecteurs de maladies. Ces maladies sont nombreuses, que ce soit la dengue, le Zika, le chikungunya ou la filariose laphatique, et puis d'autres maladies émergentes potentielles. Et donc, vous exposez les travaux assez importants en termes de recherche opérationnelle qui vont vraiment modifier la façon dont nous allons œuvrer contre, et de lutter contre ces moustiques dans les années à venir. Alors, peu d'entre vous le savent peut-être, mais les moustiques, 3500 espèces recensées à travers le monde actuellement, eh bien, c'est l'animal le plus mortel qui induit le plus de mortalité dans la population humaine, et ce depuis des millénaires.
Ça représente à peu près 800 000 personnes, presque 1 million de personnes qui meurent chaque année des suites de piqûres de moustiques infectieuses, essentiellement, bien entendu, le paludisme en Afrique, en Amérique latine et puis en Asie, mais également donc, des maladies comme la dengue, et essentiellement. Donc loin devant d'autres animaux, on parle souvent des requins, on parle aussi parfois des éléphants et des serpents, mais on est loin devant avec l'impact que les moustiques représentent en termes de morbidité et de mortalité. Donc en Polynésie française, eh bien, nous sommes affectés par essentiellement 2 des 15 espèces de moustiques qui ont été recensées. Je veux parler de l'Aedes aegypti, un moustique qui a été introduit il y a de cela à peu près 100 à 150 ans, et puis un moustique natif du Pacifique, le moustique tigre polynésien, Aedes polynesiensis. Donc pour ce moustique aegypti qui nous vient de loin, c'est un moustique qui aujourd'hui est le responsable de la transmission de ces maladies, les arboviroses, que sont la dengue, le Zika, le chikungunya, à travers quasiment toute la planète. C'est le principal vecteur de ces maladies. Et donc, malheureusement, les îles du Pacifique et la Polynésie française en particulier ne sont pas indemnes de ce moustique, puisqu'il est arrivé, comme je le disais, il y a déjà à peu près un siècle. Et donc, ce moustique est arrivé à la faveur de l'accroissement des échanges des transports de marchandises, donc au début du siècle, du XXe siècle, parce que c'est un moustique qui est très facilement transporté par l'homme, souvent non pas sous la forme d'adultes, mais sous la forme d'œufs, qui sont très résistants à la dessiccation et qui peuvent être transportés, on ne le voit pas, ils font à peu près 1/2 millimètre. Donc on peut le transporter sans le savoir dans des fûts, des choses qui ont contenu de l'eau et qui peuvent aller de pays en pays et de proche en proche, donc une dissémination qui est assurée par l'homme lui-même. Et donc, nous avons eu la chance, mes prédécesseurs entomologistes médicaux, à travers les décennies, nous avons la chance d'avoir des données qui ont été mesurées, enregistrées au cours des décennies. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder attentivement sur cette carte de la Polynésie, qu'on ne voit pas très bien, mais c'est le petit point bleu et la multiplication des points bleus qui vont se faire voir au cours des décennies, au fur et à mesure que l'on se rapproche de notre époque. Donc là, nous avons la situation en 1924, telle qu'elle était connue à Tahiti. Tahiti était la seule île à l'époque où l'Aedes aegypti était présent et recensé. On fait un petit bond en avant. 1955, à cette époque, eh bien, l'ensemble des îles de la société sont infestées par l'Aedes aegypti qui a été disséminée par l'homme. 1966, toujours le petit point bleu. Et bien là, vous voyez qu'à la faveur de la construction des aérodromes et aéroports à travers tous les Tuamotu Gambier, eh bien c'est un moustique qui a été littéralement disséminé à grand renfort avec l'aide de l'homme vers toutes ces îles et ces atolls. Et puis c'est seulement en 1986 que l'on détecte, que l'on recense l'Aedes aegypti aux Marquises. Donc il aura fallu pas mal d'années quand même avant qu'il arrive dans cet archipel. Pour l'Aedes polynesiensis, c'est un moustique qui est natif du Pacifique, qui est présent dans un grand nombre d'îles, de Fidji aux Samoa américaines, en passant également par évidemment la Polynésie française et jusqu'à Pitcairn. Et c'est un moustique dont la dissémination, l'hypothèse qui a été portée est que ce moustique n'était pas présent nécessairement en Polynésie française il y a 1000 ans, mais qu'il aurait été disséminé sous l'effet donc, des premiers voyageurs, des premiers peuplements polynésiens, des navigateurs polynésiens qui allaient d'île en île vers l'est du Pacifique. Donc un moustique qui est présent, natif du Pacifique, mais qui n'est pas nécessairement endémique à la Polynésie française. Alors on va faire un petit bond en avant sur les aspects de lutte contre les moustiques. Actuellement, à travers le monde, on lutte contre les épidémies essentiellement par des actions qui reposent soit sur l'élimination des gîtes à moustiques, donc c'est les actions communautaires, ou bien lorsque des épidémies se déclenchent, des actions beaucoup plus centralisées qui relèvent de la pulvérisation d'insecticides pour essayer de juguler en fait, le démarrage des épidémies autour des cas identifiés de portage des virus.
Plus récemment, on a travaillé, on a œuvré donc, au développement de stratégies beaucoup plus innovantes et plus durables dans leur mise en œuvre, et aussi beaucoup plus respectueuses de l'environnement, puisqu'elles ne reposent pas sur l'utilisation d'insecticides. Et donc je veux parler parmi les stratégies les plus abouties, de ces stratégies qui reposent soit sur le lâcher de moustiques mâles ou sur le lâcher de moustiques femelles, et on va détailler un petit peu ensemble les différences. Il y a aussi des procédures qui reposent sur des lâchers de moustiques transgéniques, des approches biotechnologiques, mais ce ne sera pas mon propos ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse récemment, il y a une société anglaise qui s'appelle Oxitec qui a pas mal de déboires, puisque des moustiques transgéniques qui ont été lâchés il y a quelques années au Brésil, il y a une étude qui vient de paraître qui a démontré que ces moustiques, alors qu'ils devaient réduire la population de moustiques, se sont en fait établis dans la nature, ce qui pose un problème. Alors les approches par lâcher de moustiques, elles sont très intéressantes. Elles reposent notamment sur l'utilisation de la bactérie Wolbachia. À l'Institut Malardé, on travaille essentiellement, on s'est focalisé sur les objectifs de réduction des populations de moustiques pour à la fois répondre aux attentes en matière de santé publique, donc être moins exposé à des piqûres infectieuses, mais également pour répondre aux attentes en termes touristiques et économiques pour faire en sorte que les populations aient un cadre de vie qui soit meilleur, avec moins de piqûres et donc un bien-être augmenté, à la fois pour les résidents en Polynésie française et puis les personnes qui viennent visiter les îles. Alors les stratégies innovantes, elles reposent donc sur le lâcher du moustique mâle stérilisant. Et donc il y a différentes façons de stériliser les moustiques, soit par exposition à des rayons X pour leur irradiation, donc ça stérilise les moustiques, ou bien nous on travaille actuellement sur l'utilisation de la bactérie Wolbachia. D'autres utilisent des lâchers de moustiques femelles, ce qui n'est pas évident comme ça, intuitivement, parce que les moustiques piquent, elles sont source de nuisances et elles transmettent des maladies. Mais des collègues australiens ont développé une stratégie qui permet d'introduire Wolbachia, qui est très intéressante de par ses propriétés et qui a pour effet de bloquer la transmission des maladies lorsqu'elle est présente dans les populations de moustiques Aedes aegypti. Et donc, si vous faites attention à ce qui se passe notamment en Nouvelle-Calédonie, eh bien, la Calédonie a opté pour cette stratégie et des lâchers de femelles porteuses de Wolbachia Aedes aegypti sont en cours actuellement à Nouméa. Alors, dans le domaine des lâchers de moustiques mâles stérilisants, donc uniquement les lâchers de moustiques mâles, vous voyez que c'est un domaine qui est extrêmement dynamique, avec un contexte international qui est très porteur. La diapositive que vous voyez là recense en fait une partie seulement des opérations, des programmes de recherche qui sont en cours et qui sont en fait des évaluations de terrain de l'efficacité de ces approches par lâcher de mâles stérilisants. Alors j'ai recensé les principaux acteurs. En France, la Polynésie française a pris beaucoup d'avance par rapport aux actions qui sont menées notamment à La Réunion, puisque cela fait maintenant déjà 4 à 5 ans que nous lâchons des moustiques mâles stérilisants sur le terrain. Les travaux préparatifs à La Réunion qui reposent sur l'utilisation de moustiques mâles stérilisés par irradiation, ça fait maintenant 10 ans qu'ils y travaillent, mais ils n'ont pas encore malheureusement reçu les agréments qui vont leur permettre de lâcher ces moustiques sur le terrain. Ça prend énormément de temps et puis il y a aussi une perception de la population à La Réunion qui est différente de ce que l'on observe ici en Polynésie. D'autres acteurs également en Chine. Alors je mentionne la Chine puisque la Chine est l'un des pays qui s'est doté le premier d'une usine de production industrielle de moustiques mâles stérilisants avec une très très grande capacité de production et des opérations à côté, près de la ville de Canton qui ont permis littéralement d'éliminer donc le moustique tigre asiatique, Aedes albopictus, d'une île, à peu près 30 et quelques hectares, avec des lâchers de centaines de millions de moustiques sur 2 ans. 200 millions de moustiques lâchés, à peu près des taux de 30 à 60 000 moustiques mâles par hectare, et qui ont permis d'obtenir donc les effets stérilisants et de réduction des populations qui étaient attendus.
Également en Californie, les travaux qui sont réalisés par une filiale de Google, Verily, donc une société qui s'est lancée dans l'opération, dans la course, je dirais, il y a à peine 3 ans, et qui, à grand renfort de dollars, a vraiment rattrapé le temps, avec beaucoup d'ingénierie dans leurs travaux. Et donc, eux également ont mis au point un robot qui permet de produire des moustiques mâles en masse dans un laboratoire, et qui ont abouti à des résultats assez intéressants également par lâcher de mâles stérilisants en Californie et également en Australie. Et puis il y a bien évidemment l'Institut Malardé, avec des opérations qui sont pour l'instant ciblées spécifiquement sur l'Aedes polynesiensis, donc le principal vecteur de la filariose lymphatique, mais qui dès l'an prochain vont également porter sur l'Aedes aegypti, le principal vecteur des arboviroses comme la dengue. Donc les travaux que nous menons se font dans un cadre formalisé, une recherche qui se veut pas à pas, avec une évaluation des risques qui est phasée. Donc, et ces phases qui ont été proposées, elles reposent sur des informations qui ont été développées avec des experts et qui émanent en fait du Haut Conseil de la santé publique, donc un arrêté, une publication de l'an dernier. Alors les phases sont les suivantes. On part de la recherche et du développement avec des études de faisabilité. On passe ensuite à des démonstrations par des essais pilotes d'échelle de plus en plus importante. On démarre par quelques dizaines d'hectares et puis on va progresser petit à petit à des centaines d'hectares et des kilomètres carrés. En phase 3, c'est la phase industrielle qui nécessite un accroissement de la capacité de production en moustiques mâles stérilisants. Et donc, ça nécessite un appui politique et une décision au niveau gouvernemental. Et c'est la phase dans laquelle nous sommes, nous, ici en Polynésie française. Aujourd'hui même, le président et le haut-commissaire sont venus à Paia, au laboratoire de l'Institut Malardé, d'entomologie médicale, pour inaugurer, en fait, pour faire la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment, Innoventomo, qui va permettre dès l'année prochaine, de produire beaucoup plus de moustiques mâles stérilisants et de traiter des superficies beaucoup plus importantes que ce qu'on est capable de faire actuellement. Et puis il y aura la phase 4, une phase de consolidation politique qui permettra d'intégrer vraiment les opérations innovantes, les stratégies innovantes dans le schéma de lutte antivectorielle et de lutte contre les maladies comme la dengue. La réglementation également se constitue. Alors, on a pris de l'avance, fort heureusement, en Polynésie française par rapport à la France et à l'Europe, avec des arrêtés qui ont été pris dès 2007 sous l'impulsion de l'Institut Malardé, par transmission de dossiers qui ont été évalués par les différents services du pays, que ce soit la direction de l'environnement, la santé ou d'autres services de biosécurité notamment, et qui ont permis d'obtenir les agréments, les accréditations pour non seulement développer ces souches de moustiques en laboratoire et faire les lâchers de mâles stérilisants sur le terrain. Plus récemment, nous avons obtenu des autorisations pour le transport interile de ces moustiques produits à Tahiti et lâchés sur d'autres îles comme Tara. Et puis nous avons lancé également des démarches qui nous permettront de travailler sur l'Aedes aegypti avec l'approche Wolbachia. La diapo indique que les instructions sont en cours, mais en fait, nous avons obtenu ces agréments dans le premier trimestre de 2019. Alors, en France métropolitaine, il y a eu des actions qui ont été faites pour évaluer et faire évoluer la réglementation en matière de lâcher de moustiques mâles stérilisants. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sous l'impulsion des aspects de biotechnologie, dont je ne parlerai pas, mais il y a plus récemment des travaux qui ont été faits, donc une saisine qui a été obtenue sur l'utilisation de la technique de l'insecte stérile et incompatible, et également par la stérilisation avec les rayons X. Alors quelques mots sur le procédé Wolbachia. C'est un procédé qui est tout à fait innovant et qui repose sur le lâcher répété de moustiques mâles qui sont incompatibles parce qu'ils sont porteurs d'une bactérie Wolbachia qui les rend incompatibles avec la population de leur propre espèce sur le terrain, population sauvage. Donc la colonie de laboratoire que nous avons au laboratoire, elle diffère de la population sauvage par la présence de cette bactérie Wolbachia.
Et donc Wolbachia a été introduit dans cette colonie il y a déjà 10 ans. Donc c'est une situation qui est très stable au laboratoire. C'est une bactérie qui se propage dans la descendance par la voie maternelle et que l'on peut maintenir et amplifier à loisir en fonction de nos besoins. Cette bactérie elle a été introduite à l'époque par des croisements appropriés avec une source de Wolbachia, un moustique qui est une espèce qui est proche de l'Aedes polynesiensis. Mais aujourd'hui, on produit des colonies de moustiques Wolbachia de différentes espèces, essentiellement en prenant la Wolbachia d'une source, d'un insecte source, et en la micro-injectant dans l'insecte d'intérêt, essentiellement des moustiques. Alors, les lâchers de ces moustiques sur le terrain, eh bien, on ne connaît pas mieux qu'un moustique mâle pour aller trouver une moustique femelle et pour s'accoupler avec. Et donc, ces mâles sont très compétitifs et en s'accouplant avec ces femelles, en fait, ils les stérilisent. C'est-à-dire que les femelles qui ont une vie d'à peu près 2 à 3 semaines vont pondre des œufs qui ne vont jamais éclore. Une femelle moustique ne s'accouple qu'une fois dans sa petite vie. Elle garde le sperme du mâle avec lequel elle s'est accouplée dans des organes spécifiques qu'on appelle des spermatèques. Elle va utiliser ce sperme pour fertiliser ses œufs au fur et à mesure qu'elle se gorge sur des personnes, qu'elle digère ce sang pour synthétiser ses œufs et qu'elle va pondre ses œufs. Alors quand le sperme est stérile, eh ben, l'œuf n'est pas fertilisé et les œufs qui sont pondus par ces femelles rendues stériles avec les mâles Wolbachia eh bien, n'éclosent jamais. 0% d'éclosion. Et donc, si on fait des lâchers répétés et donc, en suffisamment grand nombre de mâles stériles, eh bien, la population de moustiques ciblés et traitée par ces lâchers de mâles stériles finit par s'effondrer en quelques mois. Alors, Wolbachia, c'est en fait une famille de bactéries qui est très, très, très abondante, puisqu'on estime que 60% de la totalité des espèces d'insectes connues à travers le monde, et ça se chiffre en millions d'espèces, donc 60% de ces espèces sont naturellement porteuses de Wolbachia. Donc on les retrouve bien entendu ici en Polynésie à travers des insectes très communs, des papillons, des mouches, des libellules également, des cafards, et puis quelques moustiques. Les abeilles sont porteuses de Wolbachia également, donc c'est vraiment très commun. C'est une bactérie qui est symbiotique, endosymbiotique, elle vit à l'intérieur des cellules de son hôte et donc elle est incapable de vivre en dehors de son hôte. Et donc on utilise les propriétés très intéressantes de ces Wolbachia, comme vous le voyez, pour des actions de lutte durables contre les moustiques. Alors il est important de souligner, je pense à ce stade, que les moustiques mâles, eh bien, ils ne piquent pas. Seuls les moustiques femelles piquent. Et puisqu'ils ne piquent pas, ils ne sont pas source de nuisance. Donc on peut lâcher ces mâles en grand nombre sans que cela crée de nuisance et d'inconfort chez les habitants, chez les particuliers ou bien chez les clients qui viennent dans les hôtels. Et comme ces moustiques sont porteurs de Wolbachia et qu'ils stérilisent les femelles sauvages, eh bien ils ne s'établissent pas dans l'environnement puisqu'ils n'ont pas de descendance. Ils ne transfèrent pas leurs gènes dans l'environnement puisqu'ils n'ont pas de descendance. Et donc il n'y a pas d'introduction de nouvelles espèces dans l'environnement. Alors ce que l'on fait actuellement, c'est un savoir-faire made in Fénois, puisqu'on a vraiment travaillé et œuvré à développer les compétences en matière de production de moustiques en masse, de conditionnement de ces moustiques, de vérification de la qualité, contrôle qualité de ces moustiques avant qu'ils partent et qu'ils soient lâchés dans les îles. Et puis également pour les aspects de surveillance et de monitoring de ces moustiques sur le terrain pour s'assurer que l'effet désiré est bien atteint. Alors la petite équipe de mon laboratoire, aujourd'hui on est composé de 10 personnes et cette équipe elle produit à peu près 100 000 moustiques mâles par semaine. Donc toutes les semaines il y a des moustiques qui partent sur 2 destinations actuellement, à Tetiaroa d'une part pour le compte de l'hôtel Brando, et à Taha, d'autre part, pour le compte du Taha Resort and Spa. 2 hôtels donc, qui ont déjà investi et qui payent pour avoir ce service de réduction des populations de moustiques pour pouvoir accueillir chez eux une clientèle qui est exigeante et les accueillir dans un contexte où il n'y a pas de nuisance par moustique. Donc les opérations, eh bien, elles ont abouti à des résultats concrets, opérationnels, avec une élimination durable donc, des populations de moustiques Aedes polynesiensis.
Et donc, cela se fait dans des conditions opérationnelles. On est vraiment dans des opérations qui sont au quotidien, de semaine en semaine. Il n'y en a pas loupé un seul lâcher de moustiques sur toutes ces années, avec une production qui est très robuste, très stable, et qui nous permet de répondre à la demande donc, de nos clients. Donc les Air Tahiti eh bien, transfèrent ces moustiques toutes les semaines, tous les mardis matins. Il y a 90 000 moustiques mâles qui partent à Taha depuis maintenant plus d'1 an. Vous voyez, dans des glacières tout à fait standardisées, et il n'y a pas de risque. Ce sont des moustiques qui, à ce stade, sont transportés à l'état de nymphes, qui ne peuvent pas s'envoler. Et même s'ils pouvaient s'envoler, il n'y aurait aucune nuisance et aucun impact sur les conditions d'opération de Air Tahiti. Mais ce n'est pas arrivé. Et donc une efficacité démontrée. Là, c'est un l'exemple de Tetiaroa, donc le motu sur lequel l'hôtel de Brando opère. Eh bien, c'est un motu qui fait 75 hectares, presque 1 km². Et donc l'image que vous voyez à gauche, c'est la situation telle qu'elle était avant notre intervention, donc en 2015, en 2014-2015. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de moustiques à travers tout le motu, à peu près 20 moustiques femelles par piège et par 24 heures. Donc c'était quand même une nuisance qui était ressentie de façon assez forte. Et donc l'image à votre droite, eh bien, c'est la situation après 12 mois de traitement régulier, toutes les semaines, de lâcher de moustiques mâles stérilisants. Donc une opération qui a vraiment fait ses preuves, puisqu'on est arrivé à quasiment éliminer la population de moustiques cibles. Et aujourd'hui, on fait des lâchers préventifs, parce que vous savez que Tetiaroa est composé d'autres motus, où il y a encore beaucoup de moustiques qui sont présents, et donc on limite le risque de réinfestation par des lâchers préventifs. Donc cela nous amène directement à l'après, donc l'application à beaucoup plus grande échelle. Et je vous montre un petit peu là le processus scientifique qui nous a mené à ce qui est aujourd'hui. Donc l'histoire commence en 2009 avec le développement de cette souche de moustiques, colonie moustique porteuse de Wolbachia, grâce aux travaux d'un de mes étudiants, Lim Abere, qui a fait sa thèse inscrit à l'université d'Oxford et qui travaille maintenant aux États-Unis. Et donc la phase de validation terrain qui est en cours et qui opère sur des tailles de sites pilotes de plus en plus importantes au fur et à mesure que nous progressons. La construction du site du centre Innoventomo, qui a démarré il y a quelques mois et dont la première pierre a été posée aujourd'hui même. Et puis, à l'horizon 2020-2021, des opérations, comme vous le verrez, vous en entendrez parler dans la presse et j'espère que vous en bénéficierez aussi, des opérations qui viseront des tailles beaucoup plus importantes et à terme des échelles, des traitements à l'échelle d'île entière. Donc Innoventomo, c'est une grande infrastructure. Ce sera la première usine de production de moustiques mâles en France et dans le Pacifique, à ma connaissance. C'est un gros investissement qui est consacré par le pays et le gouvernement français, dans le cadre du contrat de projet État-pays, et donc qui va procéder à l'industrialisation de ce que l'on fait de façon encore assez artisanale malgré tout dans le cadre du laboratoire actuellement. Donc il y a énormément d'appareils qui ont été développés à la faveur des grandes opérations que j'ai mentionnées à travers le monde et dont nous bénéficions aujourd'hui. On équipe donc ce laboratoire, cette usine, avec toute une série d'appareils, d'outils qui sont vraiment adaptés pour la production industrielle de moustiques mâles. Donc il y a une structuration des acteurs qui se fait également. On va œuvrer pour faire en sorte que ce site, ce centre de recherche devienne un centre, une espèce de hub régional, où on va pouvoir assurer la coopération technique régionale aussi pour le bénéfice d'autres îles du Pacifique, d'autres pays du Pacifique. Et je pense notamment à nos voisins directs des îles Cook, avec lesquels nous sommes déjà en relation actuellement, pour voir dans quelle mesure il sera possible de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs attentes et éventuellement de transférer des moustiques jusqu'à Rarotonga pour y faire des lâchers et réduire les populations de moustiques là-bas. La structuration, elle n'est pas simplement au niveau local et régional, elle est aussi à l'international, je l'ai mentionné, et aussi au niveau national. Il y a un collectif de la technique de l'insecte stérile qui s'est formé pour répondre aux différentes applications de cette technique, non seulement sur les moustiques, mais aussi d'autres insectes qui sont
qui ont un impact sur les productions agricoles et agronomiques. Je parle notamment de la mouche des fruits. Vous avez peut-être entendu parler de Drosophila Suzuki qui est en train de ravager les champs de cerisiers en France et en Europe, et qui est un problème et pour lequel la technique de l'insecte stérile peut vraiment répondre. Et puis une structuration des acteurs au niveau international. Donc on se réunit assez régulièrement à l'international à travers des workshops, des colloques, des réunions qui nous permettent de faire état de nos progrès respectifs et de voir un petit peu comment avancer de façon coordonnée. Se pose aussi, bien entendu, le problème de l'acceptabilité. Ce n'est pas anodin de lâcher des moustiques. Il faut vraiment, vraiment discuter, présenter les travaux, expliquer ce que c'est que Wolbachia, ce que c'est que les mâles incompatibles ou les mâles stériles, à travers des événements comme ceux de ce soir, mais également auprès de différentes comment dirais-je, groupes d'influence de personnes qui peuvent ensuite transmettre cette information et des leaders communautaires qui peuvent à leur tour expliquer cette information qui est importante. Alors, on a la chance effectivement de travailler au Brando, avec le Brando, en partenariat avec le Brando. Et à cette occasion, on a eu la chance de rencontrer certains des clients du Brando, et notamment, vous voyez Barack Obama qui était présent, qui est venu passer 3 semaines pour se reposer en mars 2017, et puis également d'autres personnes qui sont très connues, comme Johnny Depp, qui étaient également et qui nous ont aidés à lâcher des moustiques à cette occasion. Donc c'était des moments qui sont très intéressants, avec des échanges qui sont intéressants, mais qui font partie des petits privilèges que l'on a de travailler avec ces hôtels. Ce que je retiens, moi, de ces travaux, c'est la relation humaine. Là, ce sont un exemple des employés de l'hôtel Le Taha, à Taha, donc, et du directeur de l'hôtel et de son fils, qui a œuvré, lui aussi, comme Obama, à lâcher des moustiques mâles stérilisants, et on le fait actuellement en partenariat avec eux, et aussi à expliquer aux employés et aux personnes qui vivent sur le Motu où cet hôtel opère, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, répondre aux questions, aux craintes aussi que les gens ont par rapport à ce qu'on produit et par rapport à ce qu'on fait. Et donc d'apaiser et d'informer surtout, d'expliquer que ce n'est pas dangereux et qu'au contraire, ils vont tous bénéficier de cette opération et qu'ils en bénéficieront pour eux-mêmes et pour leurs enfants et pour d'autres personnes également. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on va répondre, ma collègue et moi, à vos questions.